Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info. La tension entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky avait atteint un nouveau sommet lors d'une récente dispute à la Maison-Blanche. Le nouveau président américain a remis en question l'aide américaine à l'Ukraine, provoquant une réponse sanglante du président Zelensky qui a rappelé l'urgence du soutien occidental face à l'agression russe. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Volodymyr Zelensky dit vouloir arranger les choses quelques jours après son accrochage à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Le président ukrainien est-il prêt à faire désormais concessions? Il était déjà prêt à faire des concessions depuis avant que Trump n'arrive au pouvoir. Parce que n'oublions pas que lui-même il disait que dans le premier trimestre de 2025, la guerre va prendre fin. Il avait quand même posé un certain nombre de conditions, dont cette garantie qu'il n'a pas pu obtenir avec Trump jusqu'à présent. C'est en fait la méthode Trump qui lui a posé problème. Puisque comme on le voit, Trump a voulu utiliser Zelensky comme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, viens, on s'assoit, on signe devant tout le monde, on montre que j'ai dit, je signe, on a signé, j'ai dit que la guerre est finie, la guerre est finie. Il a bien fait de n'avoir pas accepté ce que le président Trump voulait lui faire, mais en réalité, sans Trump, Zelensky ne peut pas véritablement compter sur le soutien européen à 100%. Parce que Trump, c'est une personne. En Europe, il faut faire en sorte que les 27 soient d'accord, ce qui n'a jamais été facile durant tout le temps qu'a duré cette guerre-là. Zelensky, certainement, au sortir de cette rencontre, s'est rendu compte qu'il peut compter sur les Européens. Mais le soutien ne peut pas atteindre le niveau que le soutien américain avait atteint. Mais il est obligé de, remettre ses pieds sur terre pour voir comment il va faire. Mais le problème de fond, c'est que Zelensky n'a pas de reproche à faire à qui que ce soit. C'est au départ qu'il fallait refuser. Il n'a pas refusé au départ. En cours de route, il avait eu l'occasion d'arrêter cette guerre sans pour autant que la Russie n'occupe autant de territoire. Mais il a toujours refusé en faisant croire qu'ils peuvent gagner la guerre. Mais aujourd'hui, s'il faut se plaindre, mais il n'a qu'à se plaindre de lui-même. C'est vrai que Trump a utilisé une méthode cavalière, mais c'est un Zelensky extrêmement faible qui est arrivé chez Trump. Trump a joué le rapport de force. Est-ce que Donald Trump a lui aussi également quelque part sous-estimé la partie en face, dont l'Ukraine? Pas sous-estimé. Trump s'est mis très rapidement dans l'après-guerre. Il ne l'a pas amené pour signer un accord de paix. Il l'a amené pour signer l'exploitation des terres rares par les États-Unis. Ce qui ne se fera pas pendant la guerre, ce qui se fera après la guerre. Donc Trump, lui, avait fini avec Zelensky, puisque quand vous regardez plusieurs de ses interventions avant cette rencontre, tout ce que Zelensky posait comme condition, il disait que c'est irréaliste. Il disait que ce n'est pas réaliste de reparler des premières frontières de l'Ukraine. C'est-à-dire on accepte l'annexion par la Russie. Alors que c'est ce qu'il posait comme condition, il faut qu'on restitue à l'Ukraine son intégralité. Zelensky allait juste très loin même, continuant même à réclamer la Crimée qui avait été annexée bien avant. Mais Trump a tout simplement mis un trait sur ça. Et au niveau de l'administration américaine, quand les gens parlaient à un certain moment, si ce n'est pas les noms et les lieux, vous avez l'impression que c'est les Russes qui parlent, puisque à la virgule près, Trump a accepté toutes les conditions de Poutine. C'est ça la réalité. Trump a dit qu'il n'est pas question que l'Ukraine rentre au niveau de l'OTAN. C'est ce que Poutine avait dit. Trump accepte que l'Ukraine puisse perdre une partie de son territoire. Trump accepte cette espèce de neutralité sur cette zone que la Russie réclame pour sa propre sécurité. Il reste quoi? Il ne reste absolument rien. Et certainement, ça fait partie de ce qui a agacé Zelensky, puisqu'il est devant Trump, mais il entend le discours à la limite de Poutine. On lui demande tout simplement d'abdiquer parce qu'à la limite, Zelensky n'a plus de conditions à poser pour ce qui va faire la paix concernant cette guerre. Et la Russie, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, continue d'affirmer ses ambitions territoriales et stratégiques. Que peut coûter cette négociation à venir à l'Ukraine? Le vrai problème, est-ce qu'on peut continuer à parler de négociations? Parce que quand on regarde ce qui se passe,
Poutine, quand on regardait ses conditions, mais c'était très clair, hein, tu te déclares vaincu, on fait la loi du vainqueur. Aujourd'hui, c'est la position exacte de Trump. Si vous voyez depuis quelque temps, vous n'entendez pas Poutine. Durant toute cette affaire-là, vous n'entendez pas. Parce qu'il est en train d'obtenir quelque chose sans tirer un coup de canot, sans ouvrir la bouche. Par l'intermédiaire de Trump, il est en train d'obtenir pratiquement ce que lui, il veut. Maintenant, la difficulté, c'est cette façon dont Trump a également écarté les Européens. Parce qu'il se gausse tout le temps en disant « c'est moi, j'ai fait le soutien le plus important ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Les Européens également ont apporté un soutien qui n'est pas négligeable à l'Ukraine dans cette affaire-là. Mais les Européens ne sont pas prêts à aller très loin sans les Américains. Et c'est pourquoi vous avez vu le branle-bas de combat au niveau de l'Union européenne, parce que faut qu'on le dise clairement, jusqu'à l'arrivée de Trump, il y avait une union parfaite entre les Européens et les Américains contre la Russie. Pas seulement pour l'Ukraine, mais contre la Russie avec des sanctions économiques, avec une tentative d'isolement sur le plan diplomatique, etc. Mais finalement, de ces choses-là, qu'est-ce qui a marché ? Je ne vois pas quelque chose qui a véritablement marché. C'est vrai que la Russie ne peut pas sortir de cette guerre sans pour autant y laisser des plumes. Elle y a laissé des plumes, ça c'est clair. Mais elle ressort quand même la tête plus haute, aussi bien que les Européens que les Américains. Et depuis plusieurs jours, l'Europe hausse la voix pour dénoncer le manque de garanties de sécurité américaine accordée à Kiev à l'issue du plan de paix. Mais cela est-il impératif primordial d'avoir une garantie sur le plan sécuritaire? Quand on regarde ce qui s'est passé, Zelensky a raison de demander une garantie. Puisqu'il y a eu les accords de Minsk 1, où théoriquement il y avait un cessez-le-feu, mais il y a toujours eu des problèmes sur le plan militaire. Il y a eu Minsk 2, où même chose, il y a eu en principe un cessez-le-feu, on a résolu un problème, on a signé des accords, mais il y a toujours eu des activités militaires. Mais en ce moment, ce Zelensky est devenu extrêmement faible. S'il signe des accords, sa signature pèse quoi? Mais c'est pourquoi, à défaut de pouvoir être en position de force pour négocier d'égal à Poutine, ce qu'il ne peut pas avoir aujourd'hui, il se cherche une couverture. Et même la couverture ne garantit pas tout, parce que les premiers accords étaient garantis également par l'Allemagne et par d'autres pays. Et ça n'a pas empêché que ces accords ne soient pas respectés. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Zelensky est dans une posture tellement faible qu'il a effectivement besoin d'un parapluie pour qu'au moment des négociations, qu'il puisse gagner un temps soit peu, que ça ne soit pas une abdication de façon totale, qu'il puisse gagner un temps soit peu et venir dire à ces populations, voilà ce qu'on a pu obtenir. Mais même ça, ce n'est pas garanti. Les Américains sont clairs. Pour le moment, Trump ne va pas du tout dans ce sens. Il n'est pas prêt à amener un seul soldat américain là-bas. Quand on regarde la logique de Trump qui ramène les soldats aux États-Unis, il n'y a rien à dire, c'est très clair. En Europe, il y a la France, il y a un peu l'Angleterre. Les autres pays, un pays comme l'Allemagne est réticent, d'autres pays sont également réticents sur le fait de pouvoir apporter là-bas des hommes. Comme ils disent, on ne les met pas au front pour faire la guerre. Ils seront en retrait de quelques 30 à 80 km pour s'assurer qu'il ne pourra pas y avoir une autre attaque, parce que pour certains, la Russie va profiter, se réarmer, se préparer à nouveau et puis attaquer à nouveau pour venir prendre encore d'autres territoires. Début mars, lors d'un sommet d'urgence sur la sécurité, l'Europe, les 27 ont annoncé mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour renforcer la défense des pays européens. Mais pourquoi penser à réarmer l'Europe dans ce contexte? Est-ce que cette guerre russo-ukrainienne a révélé des insuffisances? En fait, il y a deux éléments dedans. Le premier élément, il y a ce débat à l'intérieur de l'OTAN, où Trump le disait, mais les Américains également le défendaient. Les Américains ne peuvent pas être là tout le temps à défendre les autres. Oui. Il faut que les gens se défendent eux-mêmes, ou bien que les gens acceptent de donner l'argent pour être défendus, puisque chaque pays devait donner un certain pourcentage en fonction de son produit intérieur brut, ce qui n'avait pas été le cas. Donc il y a ce débat qui était là, qui n'avait pas été tranché. Il y a un autre débat qui était là sur l'indépendance d'un certain nombre de pays. La France, par exemple, a souvent soulevé la voix
en disant que ce n'est pas normal de dépendre comme ça des États-Unis, mais ça n'est jamais allé aussi loin. Cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que Trump arrive, il coupe les ponts pour ce qui concerne l'Ukraine sans aucune concertation. Les Européens étaient avec les Américains dans une logique de sanctions de Poutine et même d'amener Poutine à la CPI, mais vous n'avez pas entendu Trump parler de ces pays. Au contraire, tout ce dont on accuse Poutine, Trump le défend comme s'il était son avocat. Ben, les gens se rendent compte que soit l'Amérique les lâche, soit l'Amérique va les lâcher. En plus, sur le plan militaire, ils se rendent compte que ce monsieur est capable de faire ce qu'il a dit. En ce moment, les Européens auront des problèmes parce que, en termes de défense, aussi bien sur terre, sur mer, dans les airs et surtout d'un point de vue satellitaire, il faut le dire clairement, les armées européennes dépendent en partie de l'armée américaine. Mais les gens disent, mais attendez, on discutait, on hésitait, on se demandait ça va arriver, ça ne va pas arriver. Puisque c'est arrivé de façon aussi brutale, il faut qu'on prenne nos responsabilités pour que la défense européenne, c'est-à-dire une Europe qui est capable de se défendre sans l'appui des Américains, soit une réalité. Et vous avez vu, la présence de la guerre en Ukraine a déjà amené un certain nombre de pays à renforcer leur budget sur le plan militaire parce que les gens ne s'attendaient pas du tout à revoir une guerre au niveau du continent européen. Maintenant, avec l'attitude de Trump, il s'y ajoute une chose, il ne faut pas seulement préparer la guerre, mais il faut s'apprêter à pouvoir défendre l'Europe sans compter sur les États-Unis. Et en ce moment, militairement, ils sont en retard sur plusieurs plans. Et parlons justement de Donald Trump de retour au pouvoir. Le président américain semble aujourd'hui impulser une nouvelle donne géopolitique. Y a-t-il là également nécessité pour l'Europe de se réinventer? Mais bien sûr, Trump dit American first, l'Amérique d'abord. Mais quand tu regardes, ce n'est pas l'Amérique d'abord, c'est l'Amérique seule. Parce que quand on dit d'abord, il y a quelqu'un qui suit, quelque chose qui suit. Mais quand vous regardez, Trump fait de l'Amérique et de ses intérêts, à la limite, la seule chose importante au niveau du monde. Moi, je ne le critique jamais sur ce plan-là. Je trouve que c'est ça le rôle d'un président. C'est de défendre les intérêts de ton pays. Je ne suis pas d'accord, bien sûr, avec la manière dont il le fait, mais c'est ça le rôle d'un président. C'est ça qu'on attend d'un président, c'est de défendre les intérêts de son pays. Et sur ce plan, Trump y est, bien sûr, avec ce que j'appellerais la méthode Trump, la particularité Trump qui est là. Mais maintenant, ça pose un sérieux problème à l'échelle mondiale. Mais avant que Trump n'arrive au pouvoir, on essaye d'isoler la Russie, et pas isoler seulement par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. On essayait même d'influencer la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, les pays africains, pour que tous ces pays participent à l'isolement d'une Russie qui serait une sorte de paria à l'échelle mondiale. Ça n'avait pas réussi, tout à fait. Mais aujourd'hui, Trump a totalement remis en cause cela, au point que les gens s'interrogent, est-ce qu'à travers ce coup de téléphone entre Trump et Poutine, est-ce qu'il n'y a pas eu un nouveau partage du monde? Est-ce qu'ils ne se sont pas entendus sur ce que le monde va devenir demain après la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Et vous voyez les Européens qui ne sont pas fous, qui ne veulent pas se laisser surprendre, qui prennent les devants. Nous, on est en train de dormir. En attendant qu'on se réveille pour se rendre compte que nous également, dans le coup de téléphone, on a été concernés, on nous a partagé également comme on l'avait fait en Berlin en 1885. Et on va subir les conséquences et commencer à, au lieu de taper sur le serpent, on va suivre les traces du serpent pour taper parce que le serpent sera déjà parti depuis fort longtemps. Je crois que même les peuples africains doivent se réveiller pour savoir que quand ça change à l'échelle mondiale, nous aurons des conséquences. Si elles sont positives, on va dire c'est tant mieux. Si elles sont négatives, on risque de dire tant pis parce qu'il ne faut pas rester là à subir. Il faut agir comme les puissances européennes sont en train de le faire pour ne pas se retrouver comme étant le dindon de la farce. Et à l'état actuel, pour terminer, que peut encore attendre M. Zelensky de l'Europe? Ce qu'il peut attendre, c'est qu'une Europe qui veut sauver la face. Ils disent qu'ils vont mobiliser 30 milliards de soutien sur le plan militaire. Mais comme d'habitude, quand on dit on mobilise 30 milliards, bon, ceux qui ne savent pas ce qui se passe pensent qu'on prend 30 milliards, on vous dépose. Ce n'est pas vrai. Ces 30 milliards à mobiliser dans des budgets, ce n'était pas prévu. Il va falloir, parce que c'est des pays qui fonctionnent quand même normalement, ce n'est pas comme chez nous, il va falloir faire des rectifications au niveau du budget, il va falloir trouver ces fonds, il va falloir les mettre en place, etc. Il y a tout un ensemble de mécanismes. L'argent n'arrive pas tout de suite. Même quand il parle de réarmer l'Europe,
Ce n'est pas du jour au lendemain que cela va se faire. Donc, Zelensky aura certainement un soutien supplémentaire des Européens par rapport à ce qui se faisait. Mais ce soutien supplémentaire va juste permettre de sauver la face de l'Europe et peut-être de réconforter Zelensky. Mais je ne vois pas du tout en quoi ça peut agir sur l'issue de la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.